Theodor Herzl, L'État des Juifs, chapitre Society of Jews et État des Juifs. Ce livre n'est pas destiné aux juristes de profession. C'est la raison pour laquelle je procéderai comme je l'ai déjà fait pour d'autres questions, c'est-à-dire que je me contenterai d'une simple esquisse de ma théorie des bases juridiques de l'État. Pourtant, il me faut accorder quelque importance à ma nouvelle théorie qui devrait pouvoir être défendue au cours d'une discussion savante. La conception aujourd'hui dépassée de Rousseau avait voulu placer un contrat social à la base de l'État. Rousseau en effet affirme « Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet, en sorte que bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont pourtant partout tacitement admises et reconnues. » La réfutation logique et historique de la théorie de Rousseau n'a jamais été difficile. Elle ne l'est toujours pas, quelle que soit l'action à la fois funeste et féconde qu'elle ait pu exercer. Pour les États constitutionnels modernes, la question de savoir si un contrat social comportant des clauses non formellement énoncées et immuables a précédé la Constitution est sans intérêt pratique. Aujourd'hui, le rapport juridique entre le gouvernement et les citoyens est bien établi. Pourtant, avant l'adoption d'une Constitution et lors de la création d'un nouvel État, ces principes ont une importance pratique. Nous voyons bien que des nouveaux États peuvent se former. Des colonies se détachent de la mère patrie. Des vassaux se libèrent de leurs suzerains. Des territoires à peine ouverts se constituent immédiatement en État. Pourtant, l'État des Juifs reste une conception tout à fait nouvelle. À établir sur un territoire encore inconnu. Pourtant, ce ne sont pas les étendues territoriales qui constituent un État, mais les hommes, lorsqu'ils sont rassemblés sous une même souveraineté. Le peuple est la base humaine de l'État. Le territoire en est sa base matérielle. De ces deux fondements, c'est le premier, l'humain, qui est le plus important. Il existe même une souveraineté sans base territoriale aucune, l'une des plus respectées de la terre, celle du pape. Dans la théorie de l'État, ce qui domine aujourd'hui, c'est la doctrine de la nécessité rationnelle. Celle-ci suffit à justifier la création de l'État. Elle ne saurait être historiquement réfutée comme la théorie du contrat social. Pourtant, qu'il s'agisse de la création de l'État des Juifs, je me situe ici entièrement dans le cadre de cette théorie de la nécessité rationnelle. Pourtant, celle-ci écarte les bases légales de l'État. Les théories de la fondation divine de l'État, celles se référant à un pouvoir supérieur, ainsi que les théories patriarcales, patrimoniales ou contractuelles, ne correspondent pas aux conceptions modernes. Tantôt les bases de l'État sont recherchées exclusivement dans l'homme, ce sont les théories du pouvoir supérieur, patriarcal, ou celles du contrat social. Tantôt elles sont recherchées au-dessus de l'homme, fondation divine, etc., ou bien encore au-dessous de l'homme, théorie patrimoniale purement matérielle. La nécessité rationnelle évite prudemment de répondre à la question. Pourtant, une question qui a préoccupé les philosophes du droit de toutes les époques ne saurait ainsi complètement être vaine. De fait, il y a dans l'État un mélange d'éléments humains et surhumains. Il est indispensable de trouver une base légale pour expliquer le rapport parfois pesant entre gouverné et gouvernant. Je pense que celle-ci peut être trouvée dans la negotiorum gestio. Il faut alors se représenter l'ensemble des citoyens comme étant le dominus negotiorum et le gouvernement comme le gestor. Le merveilleux sens juridique des Romains a fait de la negotiorum gestio un chef-d'œuvre magistral. Lorsque le bien d'une personne incapable d'agir est en danger, chacun est en droit d'intervenir pour le sauvegarder. C'est là le gestor, le gérant de l'affaire d'autrui. Il n'a pas de mandat, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mandat qu'un autre homme lui aurait donné. Son mandat lui est délivré par une nécessité supérieure.
S'agissant de l'État, cette nécessité supérieure peut être formulée de diverses manières. Elle pourra aussi être formulée différemment selon les degrés de civilisation et de conceptualisation existants à chaque période. La gestio vise le bien-être du dominus, c'est-à-dire du peuple, auquel le gestor lui-même appartient. Le gestor gère un bien dont il est copropriétaire. C'est dans cette copropriété qu'il puise la connaissance de la situation de nécessité qui peut exiger son intervention, ainsi que la direction en temps de guerre et de paix. Mais en aucune manière ne saurait-il s'attribuer un mandat valable en sa qualité de copropriétaire. Dans le meilleur des cas, il ne pourra que présumer que l'accord des nombreux autres copropriétaires lui est acquis. L'État prend naissance dans la lutte d'un peuple pour son existence. Dans cette lutte, il n'est pas possible de commencer par solliciter solennellement un mandat en bonne et due forme. S'il fallait, avant d'agir, obtenir d'abord un vote régulier à la majorité, aucune entreprise collective ne saurait réussir. Les divisions intérieures rendraient le peuple impuissant face aux dangers extérieurs. Comme l'on dit communément, il n'est pas possible de mettre toutes les têtes sous un même bonnet. C'est pourquoi tout simplement le gestor se couvre et s'en va de l'avant. Le gestor de l'État est suffisamment légitimé pour agir lorsque le bien commun est en danger et que le dominus est incapable de le faire par manque de volonté ou pour quelque autre raison que ce soit. Mais par son intervention, le gestor se trouve engagé vis-à-vis du dominus comme dans un contrat quasi ex contractu. C'est là le rapport juridique préexistant dans l'État, ou plus précisément, celui qui se forme. Le gestor sera alors responsable de toute négligence, y compris la non-exécution fautive des affaires engagées ou encore l'omission de ce qui s'y rattache de manière essentielle, etc. Je ne veux pas poursuivre ce développement sur le négotorium gestio et la transférer à l'État. Cela nous éloignerait trop de notre sujet. Ceci encore. L'approbation de la gestion d'affaires par le maître de l'affaire en fait une gestion qui aurait été menée depuis le début selon son consentement. Qu'est-ce à dire en ce qui nous concerne ? La diaspora empêche actuellement le peuple juif de s'occuper lui-même de ses affaires politiques. En outre, à plus d'un point de vue, il se trouve dans une situation plus ou moins critique. Avant tout, il lui faut un gestor. Bien entendu, ce gestor ne saurait être un individu seul. Cela serait ridicule et même méprisable puisqu'il apparaîtrait que celui-ci n'a en vue que ses propres intérêts. Le gestor des Juifs doit être dans toute l'acception du mot une personne morale. Ce sera la Society of Jews. C'est cet organe du mouvement national dont nous allons développer maintenant la nature et la tâche qui devra être créée d'abord. La constitution en sera des plus simples. C'est parmi les valeureux juifs anglais auxquels j'ai présenté ce projet que naîtra cette personne morale. La Society of Jews sera le noyau central du mouvement juif naissant. La Society aura des tâches scientifiques et politiques. Il y a des préalables modernes et scientifiques à la création de l'État des Juifs tel que je l'envisage. Si aujourd'hui nous quittons Mizraïm, cela ne pourra se faire naïvement comme autrefois. La Society of Jews sera le nouveau Moïse des Juifs. L'entreprise du vieux et grand gestor des Juifs de l'époque ancienne est à la fois nôtre, ce qu'un magnifique L'entreprise du vieux et grand gestor des Juifs de l'époque ancienne est à la nôtre, ce qu'un magnifique concert lyrique d'autrefois est à un opéra moderne. Nous jouons la même mélodie avec beaucoup plus de violon, de flûte, de harpe, de violoncelle et de basse, avec plus de lumière électrique, de décoration, de chœur, une magnifique mise en scène et les meilleurs chanteurs. Ce livre doit lancer le débat général sur la question juive. Y prendront part amis et ennemis, et j'espère qu'ils ne le feront plus dans l'esprit des plaidoyers sentimentaux ou des viles accusations. Le débat doit être mené à grande échelle de manière objective, sérieuse et politique.
La Society of Jews recueillera toutes les déclarations des hommes d'État, des parlements, des communautés juives, des associations qui se sont exprimées oralement ou par écrit dans des réunions publiques, des journaux ou des livres. Pour la première fois, la Society devra constater si les Juifs veulent et peuvent déjà émigrer en terre promise. La Society recevra des communautés juives dans le monde les éléments d'une statistique complète des Juifs. Les tâches ultérieures, les études scientifiques sur le nouveau pays, sur ses ressources naturelles, le plan global d'immigration et de colonisation, les travaux préparatoires pour la législation et l'administration, tout cela devra être développé à partir d'une analyse des buts de l'entreprise. À l'extérieur, la Society devra diriger ses efforts, ainsi que je l'ai déjà indiqué dans la partie générale, vers une reconnaissance comme nation en formation. C'est dans l'assentiment librement consenti d'un grand nombre de Juifs qu'elle puisera son autorité face aux autres gouvernements. À l'intérieur, c'est-à-dire face au peuple juif, la Society créera d'abord les institutions indispensables, ce qu'en langage scientifique on pourrait appeler la cellule originelle. C'est de là que se développeront ultérieurement les institutions publiques de l'État des Juifs. Le premier but, ainsi qu'il a déjà été indiqué, consiste à obtenir la souveraineté, garantie par le droit international, sur une étendue de territoire suffisante à nos besoins légitimes. Que doit-il se passer ensuite ? La prise de possession du sol. Lorsqu'au cours de l'histoire, les peuples émigraient, ils se laissaient porter, tirer, pousser par le hasard. Ils allaient comme des nuages de sauterelles et s'arrêtaient n'importe où. À ces époques historiques, le monde était inconnu. La nouvelle migration juive doit s'effectuer sur des bases scientifiques. Il y a une quarantaine d'années encore, les mines d'or étaient exploitées d'une manière étonnamment simple. Quelle aventure que celle de la Californie! Il a suffi d'une rumeur pour que les desperados du monde entier s'y rassemblent pour dérober l'or à la terre et se le voler ensuite mutuellement avant de le perdre au jeu tout aussi brutalement. Et aujourd'hui, que l'on observe les mines d'or du Transvaal, plus de vagabonds romantiques, ce sont des géologues et des ingénieurs bien formés qui dirigent l'industrie aurifère. Des machines perfectionnées extraient l'or du minerai. Presque rien n'est laissé au hasard. C'est ainsi qu'il faut explorer et occuper le nouveau pays des Juifs. Dès que le pays nous sera assuré, le navire de prise de possession s'y rendra. À son bord, des représentants de la Society, de la compagnie et des groupes locaux. Ceux-ci prendront possession du pays. Ils auront 3 tâches. L'étude précise et scientifique de toutes les caractéristiques naturelles du pays, la mise en place d'une administration très centralisée, la répartition des terres. Ces différentes tâches se confondent, elles devront être menées à bien en tenant compte du but bien connu de l'entreprise. Nous n'avons pas encore expliqué comment la prise de possession des terres sera effectuée par les groupes locaux. En Amérique, lorsqu'un nouveau territoire est ouvert à la colonisation, son occupation se fait de manière bien naïve. Les futurs occupants se rassemblent à la frontière et, à l'heure dite, tous se précipitent brutalement. Ce n'est pas ainsi que l'on procédera dans le nouveau pays des Juifs. Les terres des différentes provinces et des villes seront vendues aux enchères. Le paiement ne se fera pas en argent mais en travail. On saura à l'avance, d'après le plan général, quelles seront les routes, les ponts et les rectifications nécessaires au cours des rivières pour faciliter les communications. On procédera par province. Ensuite, il y aura des enchères pour les emplacements des villes. Les groupes locaux s'engageront à réaliser ces travaux de manière rigoureuse. Ils feront face aux dépenses en levant des impôts autonomes. La Society saura par avance si les groupes locaux ne s'engagent pas au-delà de leurs possibilités. La langue. Certains penseront qu'il y a là une difficulté puisque nous n'avons plus de langue commune. Il est inimaginable que nous puissions parler l'hébreu entre nous. Qui de nous parle assez d'hébreu pour acheter un billet de chemin de fer dans cette langue ?
Cela n'est pas possible. Pourtant, la question peut se résoudre simplement. Chacun conservera sa langue, qui est celle de la chère patrie de ses pensées. La Suisse offre un exemple concluant d'un fédéralisme linguistique. Là-bas, nous resterons ce que nous sommes à présent, de même que nous ne cesserons jamais d'aimer mélancoliquement les patries dont nous avons été chassés. Nous nous déshabituerons de ces jargons dégénérés et corrompus que nous utilisons aujourd'hui, ces langues de ghetto. Ce ne sont là que des langues secrètes utilisées dans la servitude. Nos instituteurs devront y veiller avec soin. La langue de communication la plus utile s'imposera d'elle-même comme langue principale. La communauté de notre peuple est tout à fait particulière et unique en son genre. Notre communauté d'appartenance ne se reconnaît plus que dans la foi de nos pères. La théocratie. Aurons-nous une théocratie ? Non. Si la foi maintient notre unité, la science nous libère. C'est pourquoi nous ne permettrons pas aux velléités théocratiques de nos chefs religieux d'émerger. Nous saurons les cantonner dans leurs temples, de même que nous cantonnerons l'armée de métier dans les casernes. L'armée et le clergé ont droit aux honneurs que leur confèrent leurs nobles fonctions et leurs mérites. Ils n'ont pas à s'immiscer dans les affaires de l'État qui les distinguent, car cette ingérence provoquerait des difficultés extérieures et intérieures. Chacun est aussi libre dans sa foi ou son incroyance que dans sa nationalité. S'il se trouve parmi nous des fidèles appartenant à d'autres religions ou à d'autres nationalités, nous leur garantirons une protection honorable et l'égalité des droits. L'Europe nous a enseigné la tolérance, et je dis cela sans ironie aucune. Ce n'est qu'en de très rares endroits que l'on peut tenir l'antisémitisme actuel pour une survivance de l'ancienne intolérance religieuse. Chez les peuples civilisés, il apparaît surtout comme un mouvement destiné à chasser les spectres de leur propre passé. La législation. Lorsque l'idée de l'État sera sur le point d'être réalisée, la Society of Jews fera procéder à des travaux législatifs préparatoires par un collège de juristes. Durant la période transitoire, on admettra le principe suivant lequel chaque juif immigré continuera d'être jugé d'après les lois de son pays d'origine. Très vite, il faudra introduire une législation unique. Il devra s'agir de lois modernes, inspirées des meilleurs exemples étrangers. Une codification modèle pourra ainsi être adoptée, reflétant les justes exigences sociales de notre époque. L'armée. L'État des Juifs est conçu comme un État neutre. Il n'aura besoin que d'une armée de métier, équipée d'armes modernes pour assurer la sécurité extérieure et intérieure. Le drapeau. Nous n'avons pas de drapeau. Il nous en faudra un. Si l'on veut conduire des hommes, il faut agiter un symbole au-dessus de leur tête. Je pense à un drapeau blanc avec 7 étoiles d'or. La couleur blanche représente la nouvelle vie, une vie pure. Les étoiles sont les 7 heures dorées de notre journée de travail, car c'est sous le signe du travail que les Juifs se rendent dans le nouveau pays. Traité de réciprocité et d'extradition. Le nouvel État des Juifs sera créé dans un esprit de loyauté. Nous devons penser dès maintenant à notre honneur futur dans le monde. C'est pourquoi toutes les obligations contractées dans les pays actuels devront être scrupuleusement remplies. Les billets de voyage à bon marché ainsi que les facilités d'installation dans le nouveau pays ne seront accordés par la Society of Jews et la Jewish Company qu'à ceux qui produiront une attestation des autorités du pays d'origine avec la mention « est parti en règle ». Les actions de droit privé ayant leur source dans les pays abandonnés pourront être introduites encore plus qu'ailleurs dans le nouvel État juif. Nous n'attendrons même pas la réciprocité. Nous ne le ferons que pour notre honneur. C'est pourquoi nos propres actions trouveront plus tard des tribunaux mieux disposés à notre égard que ce n'est le cas actuellement, ici ou là. De ce qui vient d'être dit, il résulte bien entendu que nous livrerons également les criminels juifs plus facilement encore
que n'importe quel État. Nous le ferons jusqu'au moment où notre droit pénal sera inspiré des mêmes principes que ceux de tous les autres pays civilisés. J'envisage donc une période transitoire au cours de laquelle nous n'accepterons nos criminels qu'après qu'ils auront purgé leur peine. Ensuite, ils seront admis sans restriction aucune. Après tout, les criminels commencent également une nouvelle vie. Ainsi, pour beaucoup de Juifs, l'émigration pourra être considérée comme le dénouement heureux d'une crise. Les conditions de vie lamentables dont on sait qu'elles ont corrompu certains caractères disparaîtront et pourront ainsi les sauver. Je tiens à raconter ici une histoire que je viens de trouver dans une relation sur les mines d'or du Witwatersrand. Un homme était arrivé au Rand, il s'y était installé. Après plusieurs tentatives dans plusieurs domaines, à l'exception toutefois de la prospection de l'or, il créa une usine de glace qui prospéra. Par son honnêteté, il gagna l'estime de tous. Après quelques années brusquement, il fut arrêté. Il avait été banquier à Francfort et avait commis quelques escroqueries. Il avait réussi à s'enfuir et, sous un nom d'emprunt, avait entamé une nouvelle vie. Lorsqu'on l'emmena, les personnes les plus en vue de la ville l'accompagnèrent à la gare, le saluèrent cordialement en lui disant au revoir, car il devait revenir. Que nous enseigne cette histoire ? Une nouvelle vie peut amender un criminel. N'avons-nous pas proportionnellement beaucoup de délinquants ? Que l'on se donne la peine de lire la statistique « La criminalité des Juifs en Allemagne » du docteur P. Nathan de Berlin. Cette étude a été faite pour le compte du comité de lutte contre l'antisémitisme et préparée sur la base de documents officiels. Mais bien entendu, cette étude, si documentée pour ce qui est des chiffres, part de l'erreur que l'antisémitisme peut être rationnellement réfuté. En vérité, on nous déteste autant pour nos qualités que pour nos défauts. Des avantages de l'émigration juive. J'imagine que les différents gouvernements accorderont quelque attention à mon projet, que ce soit spontanément ou sous la pression de leurs antisémites. Peut-être même, ça et là, le projet recueillera-t-il quelques sympathies qui pourraient se reporter sur la Society of Jews. L'émigration juive, telle que je l'envisage, ne saurait être à l'origine de crises économiques. L'apparition de telles crises, qui devraient se produire partout comme conséquence des persécutions anti-juives, pourrait au contraire être évitée grâce à la réalisation de mon projet. Une véritable période de bien-être s'ensuivrait dans les pays où sévit actuellement l'antisémitisme. Ainsi que je l'ai indiqué à plusieurs reprises, une migration intérieure des citoyens chrétiens se produirait vers les lieux progressivement évacués par les Juifs, conformément au plan qui aura été mis au point. Si l'on ne se contente pas de nous y autoriser, mais si de plus on nous assiste, le mouvement aura des effets féconds partout. C'est certes par étroitesse d'esprit que l'on considère que le départ d'un grand nombre de Juifs serait comme conséquence un appauvrissement des pays. Un départ qui se produirait à la suite des persécutions verrait les biens détruits, semblable en cela aux effets d'une guerre. En revanche, un départ paisible de colons, alors que tous les droits sont protégés dans la plus pure légalité, librement, au vu et au su des autorités et sous le contrôle de l'opinion publique, ne saurait avoir que des effets bien différents. L'émigration de prolétaires chrétiens vers d'autres parties du monde serait arrêtée du fait du mouvement des Juifs. De plus, les États auraient ainsi l'avantage de voir leurs exportations croître puisque dans leur nouvel État, les Juifs devraient compter longtemps encore sur les produits européens. Par les groupes locaux, un équilibre pourrait être atteint puisqu'il faudrait couvrir les besoins habituels en ayant recours aux sources habituelles. L'un des plus grands avantages serait certainement la détente sociale. Le mécontentement social pourrait être apaisé pour une certaine période qui pourrait durer 20 ans, peut-être même davantage, certainement durant toute l'émigration des Juifs. Le développement de la question sociale ne dépend que du progrès des moyens techniques. L'utilisation de la vapeur a rassemblé les gens autour des machines. Ils s'y pressent
et s'y rendent malheureux. La production est énorme, elle ne connaît ni choix ni planification. À chaque instant, elle conduit à de graves crises qui détruisent autant les entrepreneurs que les ouvriers. Si la machine à vapeur a rassemblé les gens, l'utilisation de l'électricité les dispersera sans doute à nouveau et créera peut-être des conditions de travail plus heureuses. Quoi qu'il en soit, les inventeurs deviennent les véritables bienfaiteurs de l'humanité. Ils continueront leurs travaux après l'émigration des Juifs et espérons qu'ils feront, comme par le passé, de merveilleuses découvertes, peut-être plus merveilleuses encore. Déjà le mot « impossible » semble avoir disparu du vocabulaire de la technique. Si un homme du siècle passé revenait sur Terre, il trouverait dans notre vie toutes sortes de manifestations magiques inconcevables. Partout où nous, les modernes, apparaissons avec les moyens dont nous disposons, nous transformons le désert en jardin. On construit aujourd'hui des villes en autant d'années qu'il fallait autrefois de siècles. L'exemple américain le montre abondamment. L'éloignement n'est plus un obstacle. L'esprit moderne recèle des richesses incalculables. Chaque jour, cette richesse augmente. Des centaines de milliers de cerveaux travaillent, cherchent partout, et ce qui vient d'être découvert appartient immédiatement à la terre entière. Nous-mêmes aimerions utiliser toutes ces expériences et les continuer. La journée de 7 heures sera une tentative pour le bien-être de l'humanité tout entière. C'est ainsi que nous agirons en tout avec le souci de l'intérêt de l'humanité. Notre pays sera un pays d'expérimentation, un pays modèle. Après le départ des Juifs, les entreprises créées par eux resteront là où elles étaient. L'esprit d'entreprise juif ne fera pas défaut là où il est apprécié. Le capital mobile des Juifs continuera de chercher à se placer dans les pays dont la situation est bien connue, alors que maintenant, du fait des persécutions, le capital juif doit rechercher les investissements les plus éloignés, dans les entreprises les plus reculées. Il pourra revenir grâce à la solution pacifique. Il pourra contribuer à l'essor des pays jusque-là habités par les Juifs.